Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où, vous le savez, nous abordons les sujets d'actualité, d'innovation et de prévention qui vous concernent au quotidien. Alors avant de débuter, si ce contenu vous plaît, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Aujourd'hui, Sophie, nous abordons un sujet crucial, la vaccination contre les papillomavirus humains ou HPV. Oui, un sujet particulièrement important puisque depuis août 2023, les pharmaciens d'officine en France sont autorisés à administrer cette vaccination. En effet, les papillomavirus humains, ou HPV, sont responsables, entre autres, des cancers du col de l'utérus, mais aussi de la vulve, du vagin, du pénis, de l'anus et même certains cancers ORL. Et contrairement à ce que l'on imagine, ces cancers ne concernent pas que les femmes. En fait, on considère qu'un quart des cas concernent les hommes. Ah bon ? J'ai toujours cru que ces virus n'induisaient que des cancers de l'utérus. Mais alors toutes les personnes peuvent être concernées ? Non, puisqu'il s'agit d'infections sexuellement transmissibles, les IST, il faut donc avoir eu un premier rapport sexuel, mais le point positif, c'est qu'il existe un moyen de prévention. Et c'est là qu'intervient la vaccination. Mais comment a-t-elle été développée ? Alors tout commence dans les années 70 lorsque le lien entre certains HPV et le cancer du col de l'utérus a été établi. C'est d'ailleurs pour cela qu'on pense à tort que seules les femmes peuvent être touchées par ces virus. Harald zur Hausen, un virologue allemand, a découvert que les HPV de type 16 et 18 étaient responsables d'environ 70% des cas de ce cancer. Ces travaux lui ont valu d'ailleurs le prix Nobel de médecine en 2008. Et ils ont permis le développement d'un vaccin pour empêcher les virus HPV d'infecter nos cellules saines et de les transformer peu à peu en cellules cancéreuses. Et comment les chercheurs ont-ils réussi à créer un vaccin contre ces virus ? Alors la clé réside dans l'utilisation des protéines des papillomavirus. Ces protéines, situées dans la partie qui entoure le virus et le protège du monde extérieur, ont été identifiées comme capables de s'auto-assembler en particules semblables à des virus qui ne contiennent aucun matériel génétique viral, ce qui les rend incapables de provoquer une infection. En revanche, elles sont suffisamment similaires au virus pour stimuler une réponse immunitaire robuste. Ainsi, lorsque le corps rencontrera un véritable virus HPV, il aura déjà développé des cellules immunitaires pour s'en débarrasser très efficacement. Impressionnant, Pierre. C'est donc une technologie totalement novatrice. Absolument. Les premiers essais cliniques dans les années 90 ont montré une efficacité spectaculaire de ces vaccins pour prévenir les infections par les HPV ciblés. En 2006, le premier vaccin contre les HPV, Gardasil, a été commercialisé par Merck, suivi peu après par Cervarix, développé par GSK. Lancé en 2014, le vaccin élargit la protection à 9 types de HPV, couvrant ainsi environ 90% des infections à l'origine des cancers du col de l'utérus et d'autres localisations comme l'anus, le pénis et l'ORL. Ce vaccin est une avancée majeure en termes de prévention des cancers liés au HPV. Effectivement, Sophie, je vois que tu t'es bien renseignée aussi de ton côté. Malheureusement, des idées reçues sur la sécurité des vaccins, un manque d'informations et des barrières logistiques comme l'accès à la vaccination freinent parfois la mise en œuvre de ce moyen de prévention. Mais depuis août 2023, l'autorisation pour les pharmaciens de vacciner directement à l'officine peut changer la donne. Une nouvelle étape dans l'histoire de la vaccination contre les HPV. Mais à ton avis, Pierre, qui est éligible pour cette vaccination ? Eh bien, je dirais toutes les personnes ayant une prescription médicale par le médecin, non ? Et non, c'est bien là la principale avancée. Même sans prescription, un jeune qui a le bon âge, et on y revient de suite, peut venir se faire vacciner à l'officine et cela sera totalement pris en charge. Oui, en France, l'assurance maladie prend en charge la vaccination HPV à hauteur de 65% selon des critères bien définis. Les mutuelles complètent généralement le reste et il existe aussi des centres de vaccination où le vaccin peut être administré gratuitement. Les groupes éligibles sont toutes et tous entre 11 et 14 ans idéalement. Toutes et tous entre 15 et 19 ans si cela n'a pas été fait avant, et les hommes gays et bisexuels âgés de moins de 27 ans. Au-delà du coût, l'accès à la vaccination est-elle facilité ? Absolument. Les pharmaciens d'officine peuvent désormais administrer le vaccin directement, ce qui simplifie considérablement le parcours vaccinal. Auparavant, les patients devaient se rendre chez leur médecin ou dans un centre de vaccination pour l'injection. Dans certains centres de vaccination publics, la vaccination HPV est offerte gratuitement, notamment pour les mineurs et les populations prioritaires. Et concernant les mutuelles, complètent-elles généralement la prise en charge ?
Oui, la plupart des complémentaires santé prennent en charge les 35% restants. Cela permet un remboursement intégral pour une grande partie des patients éligibles, réduisant ainsi l'impact financier. Et quels sont selon toi les principaux défis à surmonter pour améliorer encore cette accessibilité? Le principal défi reste la sensibilisation. En 2023, seulement 41,5% des filles et 15,8% des garçons avaient un schéma vaccinal complet, bien en deçà de l'objectif de 80% fixé pour 2030. Il est crucial que les professionnels de santé, y compris les pharmaciens, jouent un rôle actif pour informer les patients. Sophie, on sait que la vaccination contre les papillomavirus ou HPV est un outil de prévention essentiel, notamment contre les cancers du col de l'utérus, mais elle n'est pas une protection totale, n'est-ce pas? Exactement, Pierre. La vaccination contre les papillomavirus ne protège pas contre tous les papillomavirus susceptibles de causer un cancer du col de l'utérus. Il en reste 10% pour lesquels la vaccination ne peut rien. C'est pourquoi, même vaccinées, les femmes doivent impérativement continuer à réaliser des frottis de dépistage réguliers. Et à partir de quel âge ces frottis sont-ils recommandés? Entre 25 et 29 ans, 2 frottis doivent être réalisés à 1 an d'intervalle. Si les résultats sont normaux, le suivant sera programmé 3 ans plus tard. Pour les femmes entre 30 et 65 ans, un frottis doit être réalisé 3 ans après le dernier si les résultats étaient normaux, puis tous les 5 ans jusqu'à 65 ans, à condition que les tests continuent d'être négatifs, bien sûr. C'est un rappel important, Sophie. Ces contrôles réguliers permettent de détecter précocement d'éventuelles anomalies et de les traiter avant qu'elles ne deviennent graves. Absolument. La prévention passe par un double effort. La vaccination dès le jeune âge et un suivi médical rigoureux tout au long de la vie. Cela garantit une meilleure protection contre les cancers liés au HPV. Une question qui revient souvent. Pourquoi vacciner les garçons alors que les cancers HPV concernent majoritairement les femmes? Les enjeux sont considérables. Bien que les cancers liés au HPV soient plus fréquents chez les femmes, près de 25% des cas touchent les hommes. En France, cela représente environ 1600 nouveaux cas de cancer masculin par an, principalement des cancers de l'anus, du pénis et des cancers ORL, comme ceux de la gorge. La vaccination chez les garçons constitue donc un levier essentiel pour réduire ces cancers évitables. Peux-tu détailler l'impact de la vaccination pour freiner la transmission du virus? Bien sûr, les HPV se transmettent principalement par voie sexuelle, mais aussi par simple contact cutané. La vaccination des garçons contribue à instaurer une immunité de groupe. Autrement dit, en augmentant le nombre de personnes immunisées, on réduit la circulation du virus dans la population générale. Cela protège non seulement les garçons, mais également les filles et les femmes non vaccinées. Et quels chiffres illustrent cet effet de protection croisée? Une étude menée en Australie, un des premiers pays à avoir vacciné les garçons dès 2013, montre une réduction de 90% des infections à HPV à haut risque chez les jeunes hommes et femmes vaccinés. En France, même si la couverture vaccinale chez les garçons reste faible, 15,8% en 2023 contre 41,5% chez les filles, les projections montrent qu'une vaccination équilibrée des deux sexes pourrait accélérer l'élimination des HPV oncogènes d'ici 2050. Et sur le plan des cancers masculins, y a-t-il des chiffres marquants? Oui, prenons l'exemple des cancers ORL. En France, environ 1500 nouveaux cas de cancer de l'oropharynx sont liés au HPV chaque année, dont une majorité chez les hommes. Ces cancers, souvent associés au tabac et à l'alcool dans le passé, sont aujourd'hui majoritairement causés par les HPV. La vaccination des garçons pourrait significativement réduire cette incidence. Les condylomes génitaux sont également un problème fréquent, non? Tout à fait. Comme évoqué précédemment, les HPV de type 6 et 11, responsables des verrues génitales, touchent près de 1% de la population sexuellement active chaque année. Ces lésions, bien que bénignes, sont extrêmement gênantes et nécessitent souvent des traitements invasifs. La vaccination permet de prévenir presque tous ces cas. Et pourquoi penses-tu que la vaccination des garçons n'est pas encore une évidence pour tous? Alors, plusieurs facteurs expliquent cette situation. Le manque d'informations et les idées reçues sur les vaccins en général freinent leur adoption. Enfin, jusqu'à récemment, l'accès à la vaccination était limité, mais cela évolue positivement depuis que les pharmaciens peuvent vacciner. En dehors de la prévention des cancers, y a-t-il d'autres bénéfices à vacciner les garçons? Ah oui, absolument. La vaccination réduit également la stigmatisation associée au HPV. En ciblant les deux sexes de manière équitable, on change le narratif autour de cette vaccination qui n'est plus perçue comme une vaccination des filles, mais comme un acte de santé publique universel.
Parfois, des parents s'interrogent. Le vaccin peut-il encourager des comportements sexuels précoces ? Cette crainte est vraiment infondée. Plusieurs études, notamment celles menées aux États-Unis et au Canada, ont montré qu'il n'existe aucun lien entre la vaccination HPV et une modification des comportements sexuels chez les adolescents. Le vaccin est une mesure de prévention, pas une autorisation implicite. Certains hésitent à se faire vacciner. On entend souvent des inquiétudes concernant les vaccins en général. Alors, qu'en est-il des vaccins HPV spécifiquement ? Avant leur sortie, ces vaccins ont passé plus de tests qu'un smartphone avant sa mise en vente. Des essais cliniques rigoureux avec des dizaines de milliers de participants ont été réalisés. Les données accumulées confirment leur excellent profil de sécurité, reconnu par des organismes internationaux comme l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et l'Agence européenne des médicaments, l'EMA. Ensuite, une fois sur le marché, on continue de les surveiller de près grâce au système de pharmacovigilance. En France, l'ANSM, par exemple, suit tout ça avec la précision d'un chef pâtissier surveillant une tarte au citron meringuée. Justement, quels sont les effets secondaires les plus fréquemment observés avec ces vaccins ? Les effets secondaires des vaccins HPV sont majoritairement bénins et transitoires. Les plus fréquents incluent des réactions au site d'injection comme une douleur, une rougeur ou un gonflement qui touche environ 10 à 20% des vaccinés. Certains peuvent ressentir une fièvre légère ou des symptômes similaires à ceux d'un rhume. Ces réactions sont attendues et similaires à celles observées pour d'autres vaccins. Les réactions observées chez les garçons sont similaires à celles des filles, sans augmentation du risque d'effets indésirables graves. Est-ce qu'il existe des initiatives spécifiques en France pour renforcer cette confiance ? Oui, plusieurs. Par exemple, le site Vaccination Info Service et les campagnes de sensibilisation menées par Santé publique France mettent l'accent sur la sécurité et l'efficacité des vaccins. Les professionnels de santé, y compris les pharmaciens, jouent aussi un rôle crucial en rassurant les patients. Et si un patient rapporte un effet indésirable après une vaccination, que se passe-t-il ? Tout effet indésirable est systématiquement signalé aux autorités de santé via le système de pharmacovigilance. Cela permet d'évaluer si l'événement est lié au vaccin ou s'il est dû à une autre cause. Les données ainsi collectées contribuent à renforcer en continu la sécurité des vaccins. Venons-en au rôle des pharmaciens. Quels avantages y a-t-il à proposer cette vaccination en officine ? L'avantage principal, Sophie, c'est l'amélioration de l'accessibilité. Permettre la vaccination en pharmacie réduit les obstacles logistiques, comme le besoin de prendre rendez-vous chez un médecin ou d'aller dans un centre de vaccination. Exactement. La pharmacie est souvent le premier point de contact avec le système de santé. Ce rapprochement avec les patients peut donc avoir un réel impact. Absolument. En 2022, environ 70% des Français ont consulté un pharmacien au moins une fois, selon une enquête Ipsos. Il y a près de 20 000 pharmaciens en France, souvent dans des zones rurales ou peu desservies par d'autres professionnels de santé. Cette relation favorise l'adhésion vaccinale, surtout pour des sujets parfois sensibles comme les HPV. Parlons aussi de la flexibilité. Les horaires des pharmacies sont souvent plus étendus que ceux des cabinets médicaux. Tout à fait, cela permet aux patients de se faire vacciner sans perturber leur emploi du temps. De plus, les pharmaciens sont désormais formés pour administrer les vaccins dans le respect des protocoles, ce qui garantit sécurité et efficacité. En ce qui concerne la vaccination des mineurs à l'officine, le pharmacien demandera une autorisation écrite des parents. À noter aussi que le mineur doit rester sous surveillance du professionnel de santé 15 minutes après la vaccination. Et y a-t-il aussi un impact économique ? Oui, et il est significatif. La vaccination à l'officine réduit les coûts indirects pour le système de santé. Par exemple, cela libère du temps pour les médecins généralistes qui peuvent ainsi se concentrer sur des patients nécessitant des soins plus complexes. Par ailleurs, en augmentant la couverture vaccinale, on réduit les dépenses liées au traitement des cancers HPV induits, estimés à plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Merci Pierre pour ces réponses claires et précises. Et pour vous qui nous écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous adresser à votre pharmacien ou à consulter des sources fiables comme Vaccination Info Service. Merci Sophie et merci à nos auditeurs de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre pour d'autres sujets santé. À très vite pour un prochain épisode. Essentiel Pharma, votre réflexe santé.